Bonjour à tous. Je vous propose qu'on va démarrer tranquillement le temps que tout le monde arrive. Je vais me permettre de rappeler quelques règles de visioconférence, même si on commence tous à être bien familiarisés avec l'outil. On vous demandera tous de couper votre micro, s'il vous plaît, tout d'abord. Ensuite, de lever la main lorsque vous souhaitez intervenir. Ensuite, faire des remarques et des questions courtes afin que tout le monde puisse s'exprimer. Au sujet des questions, et des remarques, on en fera après chaque intervention. Plutôt que de le faire à la fin et de manière globale, on trouvait ça un petit peu plus facile et plus intéressant aussi. Voilà, on va peut-être faire un tour des écrans rapidement pour que chacun puisse se présenter et qu'on voit de quel EPCI aux communes, auquel on est rattaché chacun. Constance, tu veux commencer? Oui, pas de souci. Ou structure d'ailleurs. Du coup, Constance Adrassé, je suis chargée d'études SIG et aménagement à l'Agence d'attractivité et de développement. Donc, je vais intervenir pendant ce webinaire. Malik? Bonjour, Malik Belabès. Je suis chargé de mission développement durable à l'AILB. Monsieur Laure, je vous vois, je pense. Oui, bonjour, moi je suis Thierry Laure, je suis l'adjoint à l'urbanisme à la mairie de Plessé. Adrien Chauveau? Oui, bonjour, Adrien Chauveau. Je suis chargé d'études en planification urbaine à la communauté de communes du Pays d'Ancenis, en Loire-Atlantique. Ok. Clémentine Bois, qui est une de nos intervenantes, donc elle n'est peut-être pas encore connectée. Mélissande? Oui, bonjour, Mélisande Lamar. Je suis responsable Lamar, SIG excusez-moi. à la communauté de communes du Pays d'Ancenis. Merci. Sandra Vaillant? Également intervenante, peut-être? Sophie, qui va être notre intervenante. Sophie Dehaye. Dezay. Excusez-moi, j'écorche les prénoms, les noms de famille. Ouais, Sophie Déa, bonjour, responsable du service mutualisé de Redon Agglomération, mais je suis pas censée intervenir normalement. Non, on a une autre Sophie juste avant. D'accord, merci. Dans la liste. Merci. Oui, bonjour, Sophie Corderac, je suis responsable aménagement à l'Adréal Bretagne, donc j'interviendrai sur le ZAN en Bretagne. Merci Sophie. Stéphane Tricard? Oui, bonjour. Avec ma collègue Sandra Vaillant, on est au service urbanisme et affaires foncières de la mairie de Redon. Madame Vaillant n'a pas pu répondre tout à l'heure parce qu'elle a un problème technique et le micro ne fonctionne pas. Ce sont les aléas de la visio. Merci. Alors, on a une dernière personne. Alors, urbanisme et mairie de Houdon. Alors, je suppose, on va avoir de nouveaux intervenants. Ah, Monsieur Brégé? On va s'arrêter là pour les présentations. On verra au fur et à mesure. Vous pourrez vous présenter ou vous représenter lors des questions ou des remarques. Ah, c'est la personne de l'urbanisme de la mairie de Houdon n'a pas de micro. Eh bien, écoutez, on vous compte parmi nous. Et on vous sait présent. Merci. Constance, on va... Alors, tout d'abord, au niveau des intervenants, on a l'Adréal des Pays de la Loire qui devait intervenir aujourd'hui. Malheureusement, Anna Iglemer, la chef de service connaissance des territoires et de l'évaluation, est en arrêt maladie. Donc, elle va nous mettre une présentation à disposition que vous pourrez retrouver sur le site internet de l'AILB. Un second point, nous devions aborder aujourd'hui les outils fiscaux et financiers. Concernant le ZAN, c'est un point qu'on va reporter au 15 février pour deux raisons. Tout d'abord, c'est un
un point qui va être relativement dense. Et on a 2 intervenants très intéressants qui sont madame Françoise Navarre, qui est maître de conférences et enseignante à l'École d'urbanisme de Paris, et aussi 2 intervenants du Conseil des prélèvements obligatoires qui pourront être présents à ce moment-là, et on pourra faire un temps un peu plus long pour pouvoir, avoir un apport aussi riche et complet sur ces questions d'outils fiscaux et financiers. Voilà, je vais laisser la parole à Constance Adrassé, donc qui est la chef de projet de l'Agence d'attractivité et de développement de Redon, avec qui nous préparons ce cycle de séminaire. Constance, c'est à toi. Ouais. Alors, du coup, moi, je vais vous présenter donc les définitions de l'artificialisation et de la consommation pour éclaircir un petit peu les zones d'ombre de ces 2 termes, du coup, qui enveloppent la loi ZAN. Alors, non, plutôt, c'est diapo d'avant. Donc du coup, en attendant que le diapo arrive, la consommation d'espace est définie donc par la loi climat et résilience comme une consommation d'espace comme la création ou l'extension effective donc d'espaces urbanisés sur le territoire concerné. Donc il s'agit d'une conversion d'espaces naturels, agricoles ou forestiers en espaces urbanisés. Donc là, on va plutôt prendre l'aspect changement d'usage d'une parcelle. Donc, ça, par exemple, d'un terrain agricole à un terrain d'habitation. Donc, voilà. Hop, diapo suivante. Ah oui, donc là, j'ai fait un exemple, excuse-moi, diapo d'avant. Donc là, j'ai pris un exemple d'une photographie aérienne de 2009 et une photographie aérienne de 2021 pour bien marquer la différence. Donc sur la photographie aérienne, on voit donc une parcelle agricole qui n'a pas encore été consommée en non ENAF du coup. Et sur la photographie aérienne de 2021, là, on voit vraiment la consommation pour de l'usage habitat principalement. Donc sur la parcelle. Donc là, j'ai pris une capture d'écran donc de la photographie aérienne sans la prise en compte du MOS. Et donc j'ai avec ceci mis donc la prise en compte du MOS. Donc vous voyez bien sur votre écran les espaces ENAF en vert et les espaces considérés comme non ENAF en rouge. Diapo suivante. Donc du coup, là, j'ai souhaité mettre un point de vigilance justement sur cette consommation. Donc dans la première photographie, donc on voit les délimitations du cadastre. Dans la seconde des photographies du milieu, donc on voit un peu l'unité foncière. Donc par exemple dans la photographie de gauche, on voit que même si les parcelles ne sont pas forcément reliées, mais en fonction des propriétaires, donc on va avoir des parcelles qui se rejoignent, d'où le principe d'unité foncière. Et on voit que sur la photographie aérienne de droite, même s'il y a des fonds de parcelles qui sont très arborés, c'est quand même considéré comme un espace consommé, car la parcelle appartenant du coup au propriétaire peut très bien être bitumée pour une énorme terrasse, par exemple couverte en fond de parcelle. Donc c'est pour ça qu'elle est considérée comme consommée, parce que justement le propriétaire peut faire ce qu'il veut de son fond de jardin. Donc voilà. Donc c'est à mettre dans cette différence. Diapo d'après. En ce qui concerne donc l'artificialisation, la loi climat résilience définit comme l'altération durable de tout une partie des fonctions écologiques d'un sol, donc en particulier de ses fonctions donc biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que son potentiel donc agronomique et son occupation ou son usage. Donc cette définition générale s'applique également à l'échelle des projets, par exemple dans le cadre des évaluations environnementales.
Donc là, on a par exemple deux exemples. À l'inverse de la consommation qui va prendre plutôt l'étalement urbain, l'artificialisation, elle va être justement analysée en fonction de ce qu'il y a de dur sur la parcelle. Donc, pour voir un petit peu la différence entre les deux, la consommation, elle, oui, donc c'est plutôt l'étalement urbain, mais elle ne va pas voir finement l'artificialisation, alors que l'artificialisation, justement, c'est vraiment que le bâtiment, que le dur. Donc, sur le petit schéma que je vous ai représenté, la maison, la terrasse en béton et le local annexe donc vont être considérés comme de la surface artificialisée, alors que le jardin, lui, en l'occurrence, est considéré comme non artificialisé. Donc, diapo suivante. Donc, la diapo suivante fait vraiment le résumé justement pour de la différence entre la consommation et l'artificialisation. Donc, la consommation, c'est vraiment l'usage de la parcelle. Là, en l'occurrence, c'est une parcelle à usage de l'habitat, donc consommée. Et ce qui est artificialisé, c'est vraiment le dur. Donc là, l'allée de garage, la maison, la terrasse, piscine et cabanon. Voilà. Ensuite, du coup, donc, comme beaucoup le savent, je pense, il y a 3 nouveaux décrets qui sont tombés là le 27 novembre. Donc on va faire un petit tour justement de ces décrets pour voir donc quelles sont les évolutions. Donc, ces décrets en application donc de la loi du 20 juillet 2023, donc qui vise à faciliter la mise en œuvre donc des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux. Donc, ces décrets, ils interviennent après un long travail de concertation avec les acteurs locaux, ainsi qu'après donc la censure partielle du Conseil d'État du 4 octobre 2023 pour manque de précision pour les seuils de référence et la nomenclature de l'artificialisation notamment. Donc pour apporter des précisions, donc le décret numéro 2023 1996, je ne sais pas si je dis très bien le décret, donc du 27 novembre. Donc lui, il est relatif à l'évaluation et au suivi de l'artificialisation des sols, et lui, il précise donc la nomenclature de l'artificialisation des sols. Donc ce décret lui apporte des éléments de précision à la nomenclature. Donc ce qui va nous intéresser dans ce décret, ça va être donc particulièrement l'article 1 qui stipule que peuvent être considérées comme des surfaces non artificialisées au sens de la nomenclature annexée au présent article. Donc soit les surfaces sur lesquelles sont implantées des installations de production d'énergie solaire photovoltaïque, soit les surfaces dont les sols sont végétalisés et à usage de parcs ou de jardins publics. Voilà. Pour ce qui est du décret numéro 2023-1097, donc relatif à la mise en œuvre de la territorialisation des objectifs de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols. Donc, lui, ce décret concerne la concrétisation des objectifs ZAN dans les documents de planification régionale, ainsi que la territorialisation de ces objectifs. Donc, ce qui va intéresser dans ce décret, ça va être aussi l'article 1 qui stipule qu'une part de l'artificialisation des sols, lui, peut également être réservée au niveau régional pour une liste de projets de construction ou d'extension de construction ou installations nécessaires aux exploitations agricoles, permettant de contribuer aux objectifs et orientations prévues dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné. Et donc aussi l'article 3 qui stipule qu'afin de préserver donc les espaces affectés aux activités agricoles, donc une autorisation d'urbanisme relative à une construction ou installation à une exploitation agricole ne saurait être refusée au seul motif que sa délivrance serait de nature à compromettre de tels objectifs. Concernant donc le décret numéro 2023-1098, donc qui lui est relatif donc à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission régionale de conciliation sur l'artificialisation des sols. Donc ce décret lui fixe les règles relatives à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions régionales, comme je disais. Donc elle se compose de 3 représentants de la région ou leurs suppléants. 3
3 représentants de l'État, un magistrat administratif qui lui préside la commission, et ainsi que des représentants des communes et EPCI compétents en matière de documents d'urbanisme qui peuvent être conviés à siéger à titre consultatif. Mais ce décret précise également que la commission peut associer à ses travaux tout élu ou organisme non représenté en son sein. Voilà. Donc voilà pour les décrets, une petite mise à jour. Alors, concernant ces décrets, on sera toujours en veille et on va mettre une sorte de vulgarisation aussi sur le site internet pour que chacun puisse vraiment avoir les écrits qui suivent sans passer par le texte de loi qui peut être parfois un petit peu ardu. Merci beaucoup, Constance. Je vous propose qu'on passe au point suivant. Donc, on va intervenir sur les étapes et les grands principes du ZAN et de la désartificialisation avec Madame Sophie Corderoc, que nous avions tout à l'heure, qui est donc chef de l'unité aménagement urbanisme durable de la DREAL Bretagne. Oui, merci. Donc, je vais vous présenter le ZAN en Bretagne, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Alors, commençons par le diagnostic. Il s'avère que la Bretagne connaît un phénomène de consommation d'espace qui est importante depuis plusieurs décennies, maintenant une quarantaine d'années. Elle a vu ses surfaces artificialisées doubler en 20 ans, donc sur la période 1985-2005, avec un modèle d'aménagement historiquement extensif. Donc, c'est la maison individuelle, mais surtout la maison individuelle sur de grands terrains. Sur la dernière décennie 2011-2021, la Bretagne a consommé 18 000 hectares, dont 13 000 dédiés à l'habitat. Et donc, c'est une consommation foncière qui est importante au regard de la taille de la région, puisque la Bretagne se situe au 2e rang des régions, si l'on rapporte la consommation foncière de la dernière décennie à la surface régionale. Donc, c'est une position après l'Île-de-France et devant les Pays de la Loire. Alors, pourquoi doit-on réduire l'artificialisation des sols? On passe aux enjeux. Alors, les enjeux généraux, c'est de protéger l'environnement, puisque l'artificialisation des sols porte atteinte à la biodiversité, aux capacités de stockage du carbone par les végétaux, et donc à l'accélération du changement climatique. Autre enjeu, la limitation des risques naturels de ruissellement et d'inondation, puisqu'un sol imperméabilisé ne va pas absorber l'eau de pluie. C'est aussi réduire le coût social avec la pression foncière ou alors l'éloignement des centres-villes. C'est aussi réduire le coût collectif et économique avec par exemple l'extension des réseaux techniques et des voies de communication ou encore des dessertes en transport en commun ou encore le coût d'assainissement. Et puis, c'est enfin protéger les espaces agricoles et la production alimentaire de nos territoires. Alors, un petit historique de la politique de sobriété foncière pour montrer que ce n'est pas une politique nouvelle, tant au niveau national qu'au niveau régional. Alors, au niveau national, on a la loi SRU de 2000 qui déjà posait les prémices d'une réflexion sur la gestion économe de l'espace. Ensuite, on a eu la loi Grenelle de 2010, la loi Allure de 2014. Et puis, on arrive à la loi Climat et Résilience, donc, du 22 août 2021, où là, le législateur a décidé d'accélérer le processus et le sujet, la politique prend une nouvelle ampleur à partir de cette date-là. Et au niveau régional aussi, la politique est portée depuis environ une quinzaine d'années. L'EPF a été créé en 2009 et orienté sur le renouvellement urbain, quasi exclusivement déjà à l'époque.
On a engagé également, donc, État, Conseil régional et EPF, une démarche, une dynamique en faveur de l'économie des ressources et des centralités, donc en Bretagne, qui a abouti à l'élaboration d'une charte pour une gestion économique du foncier, donc c'était en 2012. On a organisé des colloques sur le foncier et sur les centralités, ainsi que des appels à candidature régionaux, toujours sur le dynamisme des bourgs ruraux et des centres-villes, en 2017 et 2019. Et puis le SRADET a été approuvé en 2021 avec un objectif ambitieux de mettre à terme à la consommation d'espace en 2040. Donc ce n'est pas une politique nouvelle, mais le sujet prend une nouvelle ampleur. Alors, la loi climat et résilience définit la trajectoire progressive vers le ZAN à travers 2 étapes, donc, comme cela a été évoqué précédemment. Maîtriser l'étalement urbain, donc c'est la division par 2 de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, donc sur 2021-2031 par rapport à la période de 2011-2021. Donc là, on est au niveau de l'enveloppe urbaine et de consommation effective des espaces. Et la deuxième étape, c'est protéger les sols vivants, y compris dans les espaces déjà urbanisés, donc à l'intérieur de l'enveloppe. C'est réduire l'artificialisation des sols par tranche de 10 ans pour atteindre l'absence d'artificialisation nette des sols en 2050. Alors, la réduction de la consommation est territorialisée. Elle devra être déclinée dans les documents de planification, donc c'est le SRADET en 2024, dans les documents d'urbanisme, donc en 2027 pour les SCOT et en 2028 pour les PLUI. Et donc l'atteinte du ZAN nécessite de développer de nouveaux modèles d'aménagement, de mobiliser ce qu'on appelle le déjà là pour continuer à utiliser l'espace. Donc, c'est maîtriser l'étalement urbain et valoriser le renouvellement urbain, transformer la ville existante en revitalisant les cœurs des petites et moyennes centralités. C'est mobiliser les logements vacants, c'est le recyclage le foncier avec les friches. Et c'est aussi préserver les espaces naturels et agricoles et maintenir ou créer des surfaces de nature, puisqu'on peut consommer, mais si on compense en fait en contrepartie. Alors, le ZAN, deux objectifs. Donc, l'artificialisation nette d'un territoire, c'est le solde entre les nouvelles surfaces artificialisées, donc avec la création de bâtiments, de routes, de parkings goudronnés, et les surfaces nouvellement désartificialisées, avec la renaturation, par exemple, des cours d'eau ou des terres agricoles, des prairies. C'est aussi la création de parcs urbains publics ou de jardins privés boisés. Voilà, donc, et cela à l'échelle du document de planification et d'urbanisme. Alors, donc, comment on calcule cette consommation d'espace? Donc, on regarde en quelque sorte dans le rétroviseur la consommation passée réelle, donc sur 2011-2021, et on projette, on planifie dans le SRADET, SCOT et PLU, et on va vérifier la cohérence de l'objectif en matière de trajectoire avec les ouvertures à l'urbanisation des documents d'urbanisme. Alors, je vais passer sur la consommation parce que ça a déjà été vu. Donc, on arrive à la déclinaison territoriale du ZAN. Donc, le ZAN se décline territorialement dans les documents de planification et d'urbanisme avec un calendrier progressif. Donc, c'est tout d'abord le SRADET qui doit inscrire la réduction de 50% de la consommation pour 2021-2031 et la territorialiser entre les SCOT. Donc, il doit le faire avant le 22 novembre 2024. À défaut, il n'y aura pas de territorialisation
mais une réduction de 50% sur tous les territoires. Ensuite, c'est le SCOT qui doit appliquer le SRADET et présenter une trajectoire ZAN avec une territorialisation infra. Cela avant le 22 février 2027. À défaut, les ouvertures à l'urbanisation seront suspendues. Et puis enfin, on arrive au PLU qui doit décliner les objectifs du SCOT et présenter une trajectoire ZAN avant le 22 février 2028. À défaut, aucune autorisation d'urbanisme ne pourra être délivrée dans une zone à urbaniser du PLU. Alors, des aménagements à la loi climat et résilience ont été introduits par une loi ZAN 2 le 20 juillet 2023. Donc, l'objectif ZAN est maintenu pour 2050, ainsi que l'étape intermédiaire de réduction de moitié de 2031. Mais il y a des aménagements par rapport à la loi climat et résilience pour tenir compte des situations locales, comme le développement des territoires ruraux avec la garantie rurale. Donc, c'est la surface minimale d'1 hectare de consommation qui est garantie donc, pour toutes les communes qui sont couvertes par un document d'urbanisme prescrit, arrêté ou approuvé avant le 22 août 2026, donc pour la période 2021-2031. C'est une garantie communale qui peut être mutualisée au niveau intercommunal à la demande des communes. Donc, c'est moins un droit à consommer qu'une possibilité qui est offerte aux communes qui peuvent donc se saisir ou pas de cette possibilité. Et puis, un autre aménagement lié à la comptabilisation à l'échelle nationale des grands projets d'envergure. Donc, ces grands projets d'envergure nationaux sont décomptés donc, au niveau régional et pas au niveau national, et pas régional ou local, comme c'était le cas auparavant. Donc, on a un forfait national de 12 000 hectares pour 2021-2031, dont 10 000 hectares font l'objet d'une péréquation entre les régions qui sont couvertes par un SRADET. Donc, on aura un arrêté ministériel liste qui fixera donc cette liste de projets recensés au niveau national au regard des catégories fixées par la loi. Donc, il y a des discussions aujourd'hui au niveau national sur cette liste. Et en cas de désaccord entre l'État et la région, donc une commission régionale de conciliation pourra être saisie pour aboutir donc à l'arrêt de la liste. Alors, la déclinaison dans le SRADET. Donc, quel est le projet de territorialisation du SRADET? Alors, on a une enveloppe régionale de 8 962 hectares qui se décompose en une partie territorialisée attribuée à chaque SCOT, donc pour réaliser sa planification. C'est 7 862 hectares, et une partie de solidarité qui est co-gérée au niveau régional pour les projets d'envergure. Et donc, le dimensionnement de l'une de ces enveloppes conditionne le dimensionnement de l'autre, avec quand même la volonté d'une enveloppe territorialisée maximalisée. Et donc, les discussions sont toujours en cours, comme je l'évoquais, au niveau national sur cette liste de projets d'envergure nationaux. Alors, suivons sur le scénario régional qui a été retenu dans le SRADET arrêté. Donc, suite aux travaux de co-construction avec la conférence des SCOT, on a 8 critères qui ont été retenus pour territorialiser cette enveloppe. Tout d'abord, le niveau d'optimisation du foncier dans les espaces urbanisés. Donc, c'est les friches, les dents creuses. Autre critère, les dynamiques démographiques et les dynamiques économiques.
donc les besoins liés à cette dynamique. Ensuite, on a un critère lié à l'effort consenti en matière de sobriété foncière dans les 10 dernières années. Un indice de ruralité aussi, pour prendre en compte les besoins particuliers des territoires ruraux. Un autre critère lié à l'effort de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, des continuités écologiques et de la qualité écologique des masses d'eau. Ensuite, la préservation de la sécurité des Bretonnes et des Bretons par la maîtrise des risques et des nuisances. Et enfin, un 8e critère lié à la capacité d'accueil en matière d'équipement et de services à la population. Voilà, donc sur la slide suivante, vous avez le détail de la composition des critères de territorialisation avec les différents indicateurs choisis, qui apparaît dans le projet de SRADET, le projet de modification du SRADET. Alors, le calendrier prévisionnel pour la suite, donc le SRADET a été arrêté le 30 juin 2023. La consultation des personnes publiques associées est à présent terminée. Le projet est mis à disposition du public jusqu'à la mi-janvier 2024. Et donc, il est envisagé l'adoption de la modification donc en session du Conseil régional et l'approbation du SRADET modifié par arrêté préfectoral au cours du premier semestre 2024. Et donc ensuite, on aura une application en cascade, les SCOT qui devront inscrire dans leur projet d'aménagement des objectifs de réduction avant février 2027 et puis les PLUI avant le 22 février 2028. Alors, on a aussi une déclinaison dans les documents d'urbanisme. Alors, ce qui sera regardé, c'est la sincérité de l'analyse de la consommation d'espace effectif passé. Donc, il faudra être vigilant par rapport à une surestimation de la consommation passée. Il conviendra également de justifier les besoins. On recherchera également la cohérence entre la consommation d'espace effectif passé et l'objectif de modération de la consommation d'espace planifié futur. Donc une consommation d'espace planifié futur qui serait supérieure à une consommation d'espace effectif passé pourrait occasionner un risque juridique. Il y aurait un risque de compromettre les objectifs de territorialisation du ZAN par le SRADET et puis les SCOT. Il y a eu plusieurs cas d'annulation de PLU, PLUI qui ne respectaient pas l'un ou l'autre des points que j'ai évoqués précédemment. Alors, on termine par la présentation du rôle de l'État dans le portage de cette politique de sobriété foncière. Alors, c'est une circulaire de janvier 2002 qui a un peu précisé ce rôle. Alors, c'est tout d'abord de faire connaître la loi. Le préfet de région et le président du conseil régional ont transmis plusieurs courriers de sensibilisation sur la politique de sobriété foncière avec des plaquettes de communication. Nous organisons également des réunions de présentation aux collectivités. Je ferai un zoom tout à l'heure sur les rencontres qui s'appellent les territoires innovent, qui sont organisées depuis quelques temps. Autre rôle, c'est d'accompagner les collectivités à travers l'élaboration de portées à connaissance ou de notes d'enjeu. Pour les documents de planification, donc, le SRADET, c'est l'Adréal qui réalise ce travail. Et pour les documents d'urbanisme, SCOT et PLI, donc c'est les DDTM qui ont en charge cette mission. Autre rôle, élaborer ou mettre en œuvre ou contribuer à la mise en œuvre des politiques d'aménagement durable, comme le fonds friche, les opérations sur les centralités, donc c'est Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, les opérations de revitalisation de territoire, les OPA, les contrats de relance de la transition écologique
etc. Et enfin, le rôle de contrôle de l'égalité. Alors, je vous ai mis la feuille de route DREAL sur le ZAN. Je ne vais pas la détailler. Alors, juste évoquer les différents volets. Donc, le volet planification que j'ai déjà présenté. Les outils opérationnels et financiers. Donc, les dispositifs de renouvellement urbain déjà évoqués. Je ferai un zoom sur le fonds friche, le fonds vert. Et autre élément, l'État, la DREAL donne des avis sur les conventions opérationnelles EPF. Ensuite, on aura le volet connaissances. Donc, je ferai un zoom sur une étude expérimentale menée sur le ZAN, ainsi que sur une étude concernant le coût du renouvellement urbain. Et puis enfin, le volet sensibilisation. Là, je ferai un zoom sur les rencontres, les territoires innovent, de centralité et foncier. Alors, tout d'abord, ce cycle d'animation, les territoires innovent. C'est un cycle qui a été créé en 2020 par l'État, le Conseil régional, l'EPF et la Banque des territoires. C'était suite aux appels à candidature centre-ville et centre-bourg. On a deux thématiques guides, le dynamisme des centralités et l'économie du foncier. Avec deux types de rencontres, des webinaires thématiques et puis parfois des visites de sites également, donc environ 6 à 8 séances rencontres par an. L'approche choisie, c'est de faire témoigner des élus, donc pour orienter l'action des autres collectivités. Donc ça fonctionne par des webinaires de 3 heures qui incluent 3 séquences de témoignages donc sur un thème, et puis on a également des capitalisations, donc ce sont des replays, des fiches de capitalisation ou encore des interviews. Alors, quelques sujets qui ont été déjà traités en lien avec le ZAN. Donc, un sujet sur les friches urbaines, sur la production de logement économe en foncier. Là, c'était une visite, mais il y a de la capitalisation sur cette visite également. Ensuite, un webinaire sur le ZAN, la sensibilisation au ZAN. On a fait également un webinaire retour d'expérience sur le ZAN. Puis un webinaire sur le foncier économique. Et puis tout récemment, c'était mardi dernier, un webinaire sur les stratégies foncières et les outils d'observation. Donc tout cela, vous pouvez le retrouver sur le site internet de la DREAL. Je vous ai mis l'adresse en bas de la slide. Alors, poursuivons par le rôle de l'État en matière de connaissances, avec un petit zoom donc, sur une étude expérimentale ZAN qui a été menée sur 4 communes bretonnes, avec l'objectif de faciliter l'accompagnement des élus en proposant une méthode de travail assez dynamique, collaborative et transversale sur le ZAN. Alors, il en est ressorti 4 enseignements principaux. La nécessité de renforcer l'armature paysagère, de définir des espaces agricoles de proximité, d'anticiper le devenir des mobilités et de conduire une intensification équilibrée des territoires. Donc, on a fait un retour d'expérience de cette étude dans le cadre des territoires innovent. Vous pouvez visionner. Et un guide d'expérimentation est en cours de finalisation et devrait être diffusé publiquement en fin d'année ou en début d'année prochaine. Alors, autre étude que nous avons menée sur le coût du renouvellement urbain. Donc, on a fait un décryptage des projets sur des friches en Bretagne pour assurer une meilleure compréhension des bilans financiers des projets.
apporter des repères méthodologiques aussi et mettre en lumière les différentes étapes et moyens qui sont indispensables pour le pilotage de ces projets. Donc, de la même manière, il y aura un cycle de webinaires courts qui sera proposé aux collectivités en février et en mars 2024. Et une diffusion grand public de l'étude est également prévue en 2024. Et enfin, on arrive à la dernière diapositive sur le recyclage foncier. Donc, c'est un dispositif fonds friche mis en place dans le cadre du plan de relance qui accompagne bien sûr la politique de réduction de l'artificialisation des sols, puisque les friches représentent un gisement foncier assez important, dont la mobilisation et la valorisation vont contribuer à la trajectoire ZAN. Alors, on constate que la réutilisation des friches s'accompagne le plus souvent d'un surcoût. Donc, c'est lié à la démolition, à la dépollution, aux restructurations lourdes. Donc, une aide publique, une aide financière de l'État est bienvenue dans le cadre de ces projets. Donc, dans le cadre du plan de relance et du fonds d'accélération de la transition écologique, on a 168 projets opérations de reconversion de friches qui sont soutenus en Bretagne, avec une promesse annoncée de 5300 logements supplémentaires d'ici 2025-2026. C'est une politique qui va se poursuivre dans les années qui vont venir. Donc voilà pour ma présentation. Merci beaucoup, Sophie, pour cette présentation très complète. Alors, bien sûr, on a plutôt mis je ne trouve pas mon mot, une vision plutôt globale de ce qui se passe en Bretagne. Comme on l'a dit au tout départ de la présentation, vous aurez une présentation aussi de la part des Pays de la Loire, qui sont un petit peu moins avancés sur le chiffrage au niveau des EPCI et des communes. Mais a priori, ça va se décanter là assez rapidement. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Je vous invite à lever la main ou à prendre la parole directement si vous le souhaitez. Donc, sur ces grands principes du ZAN, Monsieur Laure, je vous laisse la parole. Ouais, c'est juste pour une petite précision ou remarque. En fait, Constance nous a présenté la différence entre espace consommé et espace artificialisé. Et on voyait bien que l'espace consommé, donc c'était en gros ce qui était classé en zone constructible, et donc on parlait d'unité foncière. Et l'espace artificialisé faisait plus le focus sur l'emprise au sol des aménagements, en gros. Et quand on va calculer le ZAN, par contre, dans la déclinaison, dans les documents d'urbanisme, on reparle de consommation. Et du coup, je voulais savoir comment ça s'articulait. Est-ce que le ZAN allait parler artificialisation ou consommation? C'était ça ma question. Du coup, je vais répondre. Donc pour la consommation, là, on est dans la phase où justement, donc on va recevoir nos enveloppes et en fonction de ce qu'on a dans nos enveloppes, on va du coup diviser par 2 notre consommation. Donc justement, notre consommation, c'est par rapport au mitage et à l'étalement urbain. En ce qui concerne l'artificialisation, du coup, qui va être calculée donc de 2021 à 2031. Du coup, c'est là où justement l'artificialisation va venir sur la prochaine période. Voilà, là, on va être en plein calcul, mais on sait pas encore. Là, on est vraiment encore dans la phase consommation où on analyse notre conso, on la réduit et voilà. Donc l'artificialisation vient après justement et on va la calculer sur cette décennie. Je sais pas si j'avais bien répondu à la question. Si, mais du coup, ça reste vraiment des histoires de calcul mathématique, C'est ça, ouais. de surface, voilà. Donc, on reste focalisé sur une répartition mathématique des droits à construire, mais on a complètement
voilà, en estimant que ce calcul mathématique, il va réussir à atteindre les objectifs de préservation de la biodiversité, de capacité de stockage de carbone des sols, de préservation des espaces agricoles arables, enfin voilà. Ouais, Ok. c'est ça. Donc c'est pour ça aussi notamment que Pornic Agglomération va présenter son outil après, justement, pour après qu'on puisse suivre justement cette artificialisation pour plus tard, quoi, et puis suivre aussi notre consommation. Enfin, ils expliqueront très bien, mais mais c'est justement ces calculs, c'est pas par période. Donc là, on a calculé notre consommation et là, on calcule notre artificialisation pour la décennie prochaine. Ok, merci Constance. C'est pour ça qu'on avait vraiment décidé de prendre le temps de poser quelques définitions. On peut parfois un petit peu avoir du mal à s'y retrouver avec tous ces nouveaux termes, mais il faut vraiment qu'on puisse avoir le vocabulaire bien en tête pour savoir de quoi on parle. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Monsieur Brégier. Vous m'entendez? Oui, c'est intéressant cette différenciation entre l'artificialisation et la consommation. On est dans la période de la consommation, effectivement, sur 2021-2031. Est-ce à dire qu'en fait, est-ce qu'il y a une limite de foncier? Parce que on pourrait imaginer qu'effectivement, lorsque vous déterminez la consommation, donc c'est toute la parcelle qui est du terrain où est la maison. Lorsqu'il y aura division de terrain pour éventuellement construire une nouvelle maison à l'arrière de celle-ci, dans le jardin, est-ce qu'il y a des limites, effectivement? Est-ce que ça sera donc ça veut dire que ça ne sera pas compris dans la consommation, cette partie-là? Alors, je n'ai pas très bien compris la question. Je pense qu'on était sur du BIMBI dans ce que vous disiez. On avait évoqué cela sur le séminaire précédent, mais si Constance, tu veux bien revenir sur cette notion, s'il te plaît. J'y étais pas. Il n'y a pas de souci, mais vous pourrez retrouver les éléments sur le site internet si vous le souhaitez. Du coup, justement, par exemple, dans le cadre du BIMBI, donc on va avoir une parcelle, un fonds de parcelle du coup qui est déjà considéré comme consommé. Donc là, on va pouvoir, si on veut refaire une maison justement dans ce fonds de parcelle, ce ne sera pas considéré comme consommé. Par contre, ce qui va être calculé, ça va être l'artificialisation. Parce que justement, ces fonds de parcelle, ces jardins sont considérés comme consommés, mais non artificialisés. Mais justement, avec cette nouvelle construction, on va prendre en compte cette fois-ci l'artificialisation. D'accord. Mais à compter de 2031? Non, du coup, l'artificialisation, c'est calculé maintenant. Ça serait calculé maintenant. Ouais, et là, justement, c'est subtil, ça. La consommation a déjà été calculée. Vous allez avoir vos enveloppes qui vont vous permettre justement de développer vos territoires. Et là, justement, cette nouvelle décennie dans laquelle on est actuellement, justement, on va calculer l'artificialisation. D'accord. Ok. Et donc, justement, à la fin de cette décennie, vous allez avoir justement ces nouveaux chiffres pour l'artificialisation. D'accord. Merci. Ouais. Avec le micro. D'autres questions ou remarques? Eh bien, écoutez, on va passer au point suivant. On vous remercie. Sophie, merci beaucoup pour cet apport. Merci, bonne continuation. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Donc après avoir posé les grands principes, les étapes du ZAN, on va maintenant passer à un outil de suivi. Donc comme l'expliquait Constance, une fois que vous avez les uns les autres votre enveloppe, il va falloir comptabiliser ce qui se passe sur votre territoire. Il y a un outil très intéressant qui a été mis en place par Pornic Agglomération qui va nous être présenté aujourd'hui par Madame Clémentine Bois, qui est donc chargée de mission Action foncière sur Pornic Agglo, et Madame Marchand qui est la VP à l'aménagement. Je vais vous laisser la parole directement.
Allez-y, Bonjour. mesdames. Voilà, oui, c'est ça. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Séverine Marchand, donc en effet vice-présidente de l'aménagement du territoire de Pornic-Aglo-Pays de Ré. Donc, moi, je vais juste introduire le fait qu'en est donc Pornic-Aglo-Pays de Ré, le PCI, a souhaité se définir en fait comme ingénierie au service des communes, des 15 communes sur ces problématiques. En tout cas, c'est sa stratégie d'aménagement du territoire. Avec plusieurs étapes qui vont vous être décrites par Clémentine. Mais l'objectif, c'était vraiment que les 15 communes s'interrogent tous ensemble sur leur consommation et la façon demain dont on va consommer, on va urbaniser en étant le plus sobre possible. Mais pour ça, c'est comment en amont s'y préparer et mettre des outils en place pour que chacun prenne conscience que la façon dont on va aménager demain le territoire va être complètement différent. Et il faut qu'on soit donc plus sobre. Et ça se prépare, ça s'anticipe. Voilà, je vais laisser Clémentine détailler les actions. Bonjour à tous. Du coup, ouais, juste pour passer à la diapo suivante, comme le disait Madame Marchand, donc c'est plusieurs étapes en fait. C'est vrai que nous, on avait commencé sur un programme d'action foncière en amont du ZAN, qui finalement rejoint un peu les mêmes objectifs. Comme vous le disiez, c'est vraiment donner à voir un peu les opportunités foncières qu'il y a sur le territoire pour anticiper les actions et répondre aux besoins du coup en termes de logement et des besoins qui sont de plus en plus importants. Donc vraiment, ce programme d'action foncière, c'était une première étape de recensement des gisements, pouvoir accompagner les communes avec des outils, donc tels que l'observatoire qu'on montrera par la suite, mais aussi les mettre en lien avec le PF 44. On a aussi mis en place un cahier d'outils, des outils à mettre dans les PLU pour le foncier. Et voilà, et arriver jusqu'à cette troisième étape, on va dire, qui est en cours d'avoir un réel programme d'action par commune pour qu'elle puisse anticiper justement le ZAN et comme je le disais, répondre aux besoins en termes de logement. Donc sur les diapos suivantes, du coup, juste pour détailler rapidement le travail de recensement avec les communes. Donc, Pornic-Aglo, c'est 15 communes. On a fait un premier travail, du coup, sur la diapo suivante, un premier travail de recensement théorique et cartographique qu'on a mis en lien avec chaque commune. Donc, vraiment, on a fait une réunion avec chaque commune parce que finalement, ceux qui connaissent le mieux, c'est bien les élus et techniciens communaux. Avec un travail voilà, vraiment sur plan, une carte géante de la commune avec les espaces, les gisements non construits repérés et un travail à affiner avec les documents d'urbanisme, puis les différents gisements ont été priorisés et hiérarchisés en fonction justement de leur dureté foncière. Évalué en fonction du nombre de propriétaires, de l'enclavement de chaque gisement, etc. Et par la suite, du coup, peut-être sur la diapo suivante, je ne sais plus. Non. Par la suite, du coup, si chaque commune a eu des fiches gisements, donc là, on voit les exemples, et ce travail-là, en fait, a été mis en ligne sur notre espace Géo. Qui permettait en fait, voilà, là c'est un espace où toutes les communes ont accès avec l'entièreté des gisements qui sont repérés et à chaque fois le nombre de propriétaires, si c'est une parcelle entière, si c'est un fond de jardin, etc. Et les communes peuvent ajouter leurs remarques. Moi, j'ai directement du coup un mail pour savoir qu'il y a une remarque pour pouvoir mettre à jour si jamais il y a finalement un changement de stratégie ou autre. Donc ça, c'était vraiment la première étape de recensement de gisement. Par la suite, en fait, ce travail, afin de le pérenniser, on a mis en place, du coup, sur les diapos, voilà, on a mis en place l'observatoire du foncier. Petit 1, c'était vraiment pour pérenniser ces données, en se disant que voilà, ça construit très vite sur notre territoire. L'idée, c'était de mettre en lien ces données-là avec les données du service instructeur. Effectivement, à chaque fois qu'un permis de construire tombe sur un gisement, j'ai une alerte et je peux actualiser ces données-là. Ça permet du coup vraiment d'avoir un suivi de la construction, savoir où les communes construisent en étalement urbain, en centre-bourg, etc.
Effectivement, si on est plus dans des divisions parcellaires, si on est plus sur des OAP, etc. Donc vraiment avoir un spectre de la consommation, enfin de la production de logements et de suivre aussi les objectifs. On a 6 communes qui sont assujetties à l'article 55 de la loi SRU, donc suivre la production de logements sociaux sur ces 6 communes. Donc on a également dans l'observatoire toutes ces données-là sur les logements vacants, les logements sociaux, les permis de construire. On a aussi un item sur les marchés fonciers, savoir connaître en fonction des quartiers un peu les valeurs foncières, ce qui permet aussi aux élus voilà, de se dire on sait qu'on a une DIA qui est tombée dans ce quartier-là, à combien se vendent plus ou moins les fonciers, etc. Et cet observatoire avait aussi l'objectif, justement, comme on disait, d'avoir un suivi de la consommation. Donc je reviendrai après dessus, peut-être pour prendre la main et vous montrer rapidement l'observatoire. Nous, par la suite, on a essayé d'aller plus loin par rapport à ce ZAN, justement, sur les diapos suivantes. C'est vraiment d'essayer de donner, encore suivante, de donner en fait des outils aux communes pour, voilà, on sait qu'on doit limiter la consommation des ENAF, on sait qu'on doit répondre à une production et un besoin en logement. Comment faire pour, je veux bien que ce soit la diapo d'après, comment faire pour respecter quand même notre contexte urbain et ne pas et anticiper en fait la densification qui va venir, parce qu'on voit bien que finalement les problématiques de voisinage qui sont liées à la densification sont généralement en fait résultent généralement d'une densification qui n'a pas été forcément anticipée, des divisions de parcelles avec des constructions au premier, deuxième, troisième, quatrième rideau, etc. Et en fait, le but, c'était de donner aux communes la possibilité d'anticiper cette densification. Donc, on a proposé, comme on avait repéré différents gisements, on a proposé aux communes des études capacitaires. En fait, le principe, c'est vraiment de se dire, la stratégie foncière, elle se fait à différentes temporalités. Il y a le court terme. Donc, je reçois une DIA. Effectivement, là, j'ai 2 ou 3 mois pour répondre à cette DIA. Et là, dans ces cas-là, on pousse les communes à demander à un bailleur directement de faire une petite étude capacitaire pour savoir effectivement combien de logements je peux faire sur ce gisement. Est-ce que ça vaut le coup d'intervenir en tant que commune ou est-ce que je laisse passer ce gisement? Et nous, l'idée, c'est d'être en soutien par rapport, au contraire, à une stratégie plus en moyen et long terme. En préfléchant certains gisements qui pourraient être considérés comme stratégiques et en faisant des études capacitaires avec l'agence d'urbanisme et en lien aussi avec l'EPF, en se disant, voilà, si vraiment ce gisement est intéressant, combien de logements je peux faire pour que ça respecte le contexte urbain de ma commune. Faire des petits bilans financiers par la suite pour avoir des restes à charge communaux. Si je fais tant de logements et j'achète mon foncier à tant d'euros, si je fais tant de logements, à combien est le reste à charge pour la commune? Et est-ce que plutôt que d'acheter, je peux pas mettre un outil PLU qui qui orientera en fonction de la stratégie de la commune? Donc c'est vraiment un travail qui a été fait depuis 2022-2023 et là on va lancer en 2024. Juste pour information, en 2022, on avait 10 sites. Il y a 5 sites sur les 10 sites qui ont donné des suites, que ça soit par un périmètre d'études, même plus que ça d'ailleurs. Périmètre d'études, il y a eu des contacts avec les propriétaires qui ont été pris. Il y en a même qui sont en cours le bailleur a été choisi et c'est en cours le projet est en cours. Donc voilà, c'est vraiment de se dire à partir voilà, par exemple ici sur la commune de Sainte-Pazanne, c'est se dire on a repéré un gisement stratégique, on sait qu'on a une opportunité là-dessus, mais on ne sait pas du tout comment on peut construire, combien de logements on peut faire et à combien ça va revenir pour la commune. Donc à chaque fois, l'agence d'urbanisme a fait 2 scénarios qu'on peut voir sur la diapo après, en disant il y en a une, on respecte vraiment le PLU,
L'autre, on va un peu plus loin que le PLU, mais on respecte toujours le contexte urbain en faisant bien attention aux hauteurs, à rester dans le même ordre d'idées. Et voilà, et nous, par la suite, on donnait un bilan théorique financier aux communes. Et vraiment, l'idée, c'est de se dire, il faut qu'on anticipe cette densification. Comment on peut hiérarchiser en fonction de la dureté foncière de chaque gisement, mais aussi en fonction des coûts que ça représente pour la commune. Et voilà, avoir un peu ce panel d'outils pour les différentes communes. Je ne sais pas si je peux prendre la main juste pour montrer rapidement du coup l'observatoire. Je ne sais pas comment faire non plus. Bien sûr. Je ne sais pas comment faire. C'est pas partager. Il faudrait que je fasse comme ça. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez du coup ce que je présente. C'est très bien, Clémentine. Donc notre observatoire, je vais prendre un exemple. L'observatoire, comme je vous le disais, il y a plusieurs items, hein. Il y a les marchés fonciers pour avoir une vision des coûts, de qui arrive sur les communes aussi. C'est vraiment de leur dire, bah voilà, les profils des acheteurs, c'est ça, les profils des pétitionnaires aussi, pour après que les communes puissent mettre en lien leur stratégie et leur politique d'équipement ou autre, ou infrastructure. Mais pour aller directement sur l'item consommation, donc tout est à prendre avec des pincettes parce que comme vous le savez, on n'a pas tous les décrets. Donc voilà, mais sur le 44, là, nous, on est en train de retravailler sur la consommation passée pour faire un observatoire. Donc là, on est en train d'actualiser les données 2011-2021 à partir des photos. Donc ça, c'est un travail qui est en train d'être fait. Et sur l'observatoire, nous, on est parti pour l'instant des données du CEREMA. Donc chaque commune a, si je filtre sur une commune, ça. Si je filtre sur une commune, en fait, à chaque fois, la commune connaît son droit de consommation d'ENAF et c'est combien elle a consommé jusqu'ici. Parce qu'encore une fois, comme j'ai les permis de construire en temps réel, je peux actualiser au fur et à mesure ce qui a été consommé ou non. Et sur la cartographie, en fait, les communes peuvent également voir cette consommation. Comme on voit ici, tout ce qui est en vert, en fait, c'est le potentiel de consommation. Par exemple, la commune, elle sait très bien que si elle fait un projet ici, ça sera considéré comme de la consommation. Donc, ça aide aussi par rapport aux communes, ça va les orienter par rapport à leur stratégie, parce qu'effectivement, si ma commune, il lui reste plus qu'1 hectare à consommer, je vais peut-être éviter de faire mon projet ici et plutôt le chercher autre part. Enfin, voilà, c'est vraiment pour... cette cartographie, elle est vraiment faite pour orienter les différents projets. Et comme vous voyez, à chaque fois, il y a du coup les permis de construire qui s'affichent et qui sont comptés ou non en termes de consommation foncière. Donc voilà pour l'observatoire. À savoir que c'est encore quelque chose qui est en cours de construction parce qu'on n'a toujours pas arbitré on va dire l'enveloppe foncière à l'échelle de l'agglo, enfin à l'échelle de la région, puis du SCOT, puis de l'agglo. Donc tout ça, ça reste à prendre avec des pincettes, mais au moins on voit déjà que le compte à rebours est parti depuis 2021 et donc que les chiffres au fur et à mesure de consommation sont actualisés. Donc voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors moi, j'ai juste une petite question avant de passer la parole aux autres. L'outil a été créé en interne au sein de Pornic Aglo? Oui, on avait déjà l'outil Géo. Et en fait, on a un service SIG. Donc en fait, en lien avec le service SIG, on a monté l'observatoire. Et si je ne me trompe pas, il y a un observatoire sur la thématique de l'agriculture aussi qui est en train de se faire. Et voilà, c'est quelque chose qui est en train de se développer. Mais oui, on a un service SIG. Très bien, merci. Et, Est-ce qu'il y a des... Ouais, Allez-y. bah, justement, j'ai une petite question. Et du coup, vous êtes combien dans votre service justement pour alimenter tout ça? Dans le service SIG, en gros, il y a moi et une personne du service SIG. Ok, d'accord. Très bien. Sachant qu'il y a beaucoup de choses enfin, je ne vais pas rentrer dans trop technique, mais il y a beaucoup de choses qui sont en flux, donc qui sont alimentées directement.
l'instant, les seules choses qu'il faut mettre à jour, c'est les gisements et la consommation. OK. Monsieur Adrien Chauveau, vous avez la Oui, parole. merci. J'avais une question juste pour revenir sur les surfaces en vert sur la carto. Pour être sûr de bien comprendre, ce sont les espaces qui sont à consommer sur la commune, c'est ça? Oui, en gros, c'est, on va dire le but, ça avait été par rapport au PLU actuel, de repérer, les potentiels de consommation. C'est actualisé parce que, les critères ont un peu changé, mais, c'était pour donner à voir aux communes, en fait, tout ce qu'ils avaient dans leur PLU, comme potentiel de consommation et de le mettre en comparaison à leurs droits de consommation. Pour voir un peu, justement, le fait qu'il fallait essayer de mettre en relation les 2 et que généralement on avait un énorme écart. D'accord. Donc en gros, les surfaces en vert s'arrêtent aux limites des zones U et AU des PLU, en gros. Exactement. OK. Et là j'ai bien compris que c'était temporaire, mais sur les fiches communales, leur possibilité de consommation, c'est issu des chiffres, donnés par l'analyse de Laurent, c'est ça? Non, là pour l'instant, on est encore au CEREMA, D'accord. sur ces chiffres-là. Nous, à la fin de l'année, on s'est donné l'objectif d'à la fin de l'année terminer la conso passée, qu'on enverra du coup à la DDTM 44. On attendra la validation de la DDTM avant de switcher avec ces chiffres-là. D'accord. Sachant que, normalement, les chiffres devraient être un peu plus avantageux que le CEREMA, en fait. Donc, finalement, ça devrait pas poser de problème pour les communes, par rapport à D'accord. leur stratégie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou remarques? Bel outil. Je vais me par il y a le son, oui, c'est bon. Oui. Je me permettrai juste d'intervenir pour expliquer qu'au départ, en fait, ça a été, il y a toute une appréhension avec les élus, communaux, enfin, ce travail-là, puisque c'était, pas du tout on n'était pas forcément organisés, comme cela au niveau des communes et des 15 communes, à travailler dans ce sens-là et le fait que les services soient allés au plus proche des élus et des techniciens pour expliquer l'intérêt déjà d'anticiper, de faire une stratégie. Petit à petit, la démonstration de certaines qui avaient vraiment la volonté d'être dans cette démarche-là, a fait que les 15 communes se sont maintenant pris vraiment possession d'une stratégie foncière, alors qu'avant, on était plus dans un aménagement du territoire sur un PLU. Et puis voilà, ça se faisait au niveau du PLU, alors que maintenant, il y a vraiment une anticipation d'une stratégie en plus du PLU et financière aussi dans le budget, puisqu'on sait très bien que actuellement, la densification va coûter plus cher que ce qu'on faisait en extension. Donc, il y a un besoin d'organisation des communes dans ce sens-là. Et à l'échelle de l'EPCI, avec les observatoires qu'on voit, met vraiment en mouvement tout ce travail-là pour répondre aux critères, mais aussi aux besoins de sobriété. Merci pour ces éclaircissements. Je sais qu'au niveau de la région Bretagne, certains EPCI sont plutôt là, actuellement en train de dispatcher le nombre d'hectares. Ils sont un petit peu plus en avance que sur le côté Pays de la Loire. Vous, de votre côté, vous avez déjà une clé de répartition de ce qui se fera? Ou ça va être aussi un petit peu le sujet, C'est ça, c'est le sujet du 2024. premier C'est semestre? exactement ça. Pour l'instant, comme on est en révision du SCOT, on travaille aussi à cette échelle-là et en effet, on n'est pas rentré encore dans cette répartition. Mais voilà, c'est des débats et des discussions à venir. Très bien. Est-ce que sur ce sujet, certains du côté Bretagne, vous souhaiterez intervenir? J'ai vu monsieur Tribalier que vous étiez là, vous, c'est pas forcément, un sujet, non? Donc ni question ni remarque, c'est que vous avez été très clair. À monsieur Tribalier. Oui, bon, cas très particulier chez moi, PLUI Valence-Côte, le seul en Bretagne. Donc, on a déjà discuté un petit peu des critères liés à la population. Je pense qu'on ne se limitera pas à la population existante et qu'il y aura
la question de l'attractivité des territoires entre l'ouest et l'est de notre territoire, qui est très différente, qui rentrera en ligne de compte. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. On va rentrer en révision à partir du début de l'année prochaine, en révision de notre PLUI, Valence-Côte et probablement PLUIH. En tout cas, c'est le souhait de beaucoup d'élus, donc un 3 en 1. Voilà où on en est sur cette question-là. Petit territoire, hein, 24 000 habitants, donc un peu compliqué par rapport aux ZAN, notamment sur la réserve foncière qui a été attribuée à la région, où là, il y a un manque d'équité totale parce que les petits territoires se retrouvent avec des projets routiers qui vont être probablement dégrevés de leur potentiel et ne sont pas mis dans la réserve. Alors, ce qui est Régional. prévu, c'est régional, oui. Qui se fait consommer beaucoup par le national d'ailleurs. Donc voilà, c'est compliqué. Et nous, on a un projet de 2 fois 2 voies qui va nous prendre probablement 24 hectares sur 86. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, c'est donc on est en discussion avec la région sur cette question-là. Bon, voilà. Voilà où nous en sommes. Merci, C'est monsieur Cuvelier. sur le partage des hectares, c'est à venir, c'est pas du tout discuté ni tranché pour l'instant. D'accord. Je sais que certains EPCI un peu plus au nord sont sur le sujet actuellement, de leur côté. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Tu as dû couper ton micro, Angela. Oh, excusez-moi. Avant de passer donc pour évoquer les partenaires, on va vous remercier, Madame Bois et Madame Marchand. Merci beaucoup d'être venues présenter votre outil. On ne manquera pas de le relayer aussi et peut-être que des EPCI intéressés pourront venir vers vous à l'avenir pour connaître quelques détails. Merci. Pas de problème, Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Donc Constance, on va te laisser terminer. Donc on souhaitait également, alors on avait déjà fait une petite part des partenaires que l'on pouvait trouver. Là, on va un peu rentrer dans le détail. Je te laisse continuer, Constance. Ouais. Du coup, comme le disait Angela, lors du dernier webinaire du 5 octobre, on avait déjà pas mal discuté justement des acteurs qui pouvaient appuyer les collectivités d'un point de vue financier ou opérationnel. Donc, voici une petite cartographie justement des acteurs qui jouent un rôle dans la problématique de l'artificialisation des sols, notamment dans le secteur de l'habitat. Les partenaires, donc là, c'est vraiment les acteurs qui jouent un rôle dans l'artificialisation, mais la partie partenaire qui nous intéresse vraiment, c'est justement la partie entourée en rouge sur la diapo. Donc on compte l'État et la DDTM, le CAUE, PNR, Agence d'Urba, EPF et Bureau d'études. Donc pour dire brièvement un petit peu sur où est-ce qu'ils peuvent aider les collectivités. Donc par exemple l'État et la DDTM, ils représentent un soutien financier donc aux collectivités et ils accompagnent donc la déclinaison locale des politiques publiques. Le CAUE et le PNR donc apportent des conseils aux collectivités et en particulier dans la conception du projet d'aménagement et la planification. En ce qui concerne les agences d'Urba, elles apportent donc surtout un appui technique, elles, de leur côté, donc un appui technique en aménagement et elles peuvent produire des documents d'Urba pour les collectivités. En ce qui concerne du coup l'EPF, ça va surtout être de l'accompagnement des collectivités dans l'ingénierie financière et ou assure un portage foncier. Et du coup, pour terminer sur les partenaires, il va y avoir aussi les bureaux d'études
qui eux donc sont des partenaires, donc des acteurs aussi techniques, mais aussi d'autres acteurs. Donc ils répondent à une commande locale et coordonnent la réalisation donc, et la rédaction des documents d'urbanisme. Donc voilà globalement donc le panel d'acteurs, de partenaires que vous pouvez mobiliser justement dans le cadre du ZAN pour vous le faciliter justement. Donc ensuite, on a une petite cartographie que j'ai piquée à une étude qui est très intéressante et où justement je vous ai mis le lien pour avoir plus d'informations. Donc c'est une étude intitulée donc Zéro artificialisation nette. Ce sera toujours un mot compliqué à prononcer, excusez-moi. Donc mieux comprendre les enjeux d'acteurs sur les territoires pour faire émerger donc l'habitat de demain. Donc ils ont pris l'exemple en Seine-Maritime. Donc là, en fait, on voit pas très bien, c'est justement pour ça que je vous ai mis le lien. Mais dans cette étude, en fait, il explique justement tous les liens formels donc au sein de l'écosystème d'acteurs intervenant sur le territoire. Donc que ce soit donc les acteurs économiques, acteurs techniques, les élus et les particuliers. Parce que justement, dans cet écosystème, il y a des moments, des a priori, des conflits au sein justement de cet écosystème et qui peut bloquer justement certains échanges et un développement main dans la main. Donc justement, cette étude un peu explique aux collectivités à cette étape, les élus peuvent avoir des a priori ou les particuliers peuvent avoir des a priori et ça va freiner le développement. Donc c'est justement pour que vous puissiez vous saisir justement de tous ces petits conflits avec des gros guillemets pour passer outre et justement faire en sorte que tout ce développement de votre territoire avec l'ensemble des acteurs de l'habitat puisse se faire correctement. Donc il y a les relations formelles, mais il y a aussi donc dans la diapo suivante les relations informelles. Donc c'est là les relations où justement il va y avoir des comportements et une moralité que les acteurs ne peuvent pas forcément saisir, ne s'en rendent même pas compte. Donc c'est justement pour vous documenter là-dessus et que vous puissiez justement passer outre. Voilà. Merci Constance. Donc le lien sera dans le diapo que vous retrouverez sur le site de l'AILB. Et on a mis directement aussi le lien sur la page, sur le site internet. Est-ce qu'il y a des questions ou des interventions suite à ce dernier rapport de la part de Constance sur les partenaires? Très bien. Alors, pour conclure, je vous propose que l'on se retrouve le 5 février. Le 5 février, comme on l'a dit tout à l'heure, ce sera l'occasion Le 15, Angela. Le 15, décidément, ça fait plusieurs fois que je fais l'erreur. Merci Malik. Le 15 février, ce sera l'occasion, comme on l'a dit tout à l'heure, d'aborder les outils financiers et fiscaux du ZAN, entre autres avec la participation de Françoise Navarre et des conseils des prélèvements obligatoires. On abordera aussi, comme il a pu être dit par la technicienne de Pornic Aglo, on abordera aussi à ce moment-là tous les changements en fait, par rapport à la façon de construire et, sur les territoires. Donc, que ce soit avec la déconstruction, la réhabilitation, la renaturation, des pollutions des sols, etc., qui vont maintenant devoir faire partie de votre vocabulaire, mais aussi rentrer en ligne de compte et surtout dans les lignes budgétaires de différents projets. Ce qui va ne pas être une moindre mesure pour les territoires. Voilà, je pense que je n'oublie rien. On remercie tous les intervenants qui ont participé, qui ont donné de leur temps, donc que ce soit la Sophie Corderoc de la Dréal Bretagne, Clémentine Bois et Madame Marchand de Pornic Agglomération. Voilà. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Nous vous remercions de votre participation en espérant que ça ait pu être utile pour vos projets futurs. Et donc, on se dit au 15 février. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.